Le Hamas prétend que s'il y a un arrêt des combats et un retrait des troupes de Tsahal, il libérera les otages. Peut-on le croire, ne pas le croire? Nous ne savons pas parce que nous n'avons pas essayé. Moi, je propose de tester justement le sérieux du Hamas en leur proposant un arrêt des combats, effectivement, car aujourd'hui, la priorité, ce sont les otages. On ne va pas continuer à combattre pendant des semaines et des mois. Tous les otages vont mourir en attendant. Nous sommes en ligne avec Raphaël Hirouchalmi. Raphaël, bonjour, Bokertov. Bokato. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens et comme je le disais, vous avez rédigé et publié ces derniers jours un livre, Tribune de guerre, avec les commentaires de Mohamed Sifawi sur, bien entendu, ces, on va dire, 20 mois de guerre en Israël. Nous allons en reparler à la fin de notre entretien, mais je voudrais avec vous avoir votre appréciation sur ce qui se passe. D'abord, sur le front dans la bande de Gaza, il y a eu 7 soldats qui ont été tués avant-hier soir à Khan Younes dans la bande de Gaza et on apprend ce matin que le Hamas reprend peu à peu le contrôle de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Est-ce que on n'est pas en train de s'enliser dans la bande de Gaza, l'armée israélienne qui a brillamment balayé les menaces du nucléaire iranien à 2000 km des frontières israéliennes? Est-ce qu'elle est en train de s'enliser à quelques centaines de mètres des kibbutzim du pourtour de la bande de Gaza? Oui, c'est un piétinement en tous les cas. L'histoire nous apprend depuis l'Antiquité que les armées régulières ont extrêmement de mal à fonctionner face à des guérillas urbaines, surtout lorsque les militants de ces guérillas urbaines contrôlent le territoire, connaissent bien chaque coin et recoin de ce territoire et l'ont préparé à une offensive d'une armée régulière. D'où effectivement les victimes que nous connaissons parmi les soldats et soldates de Tsahal face à une petite faction terroriste qui, par rapport effectivement à l'énorme ennemi iranien que nous venons d'affronter, semblerait facile à maîtriser. Et donc c'est un problème toujours d'asymétrie entre armée régulière et faction terroriste. Ceci étant dit, il y a aussi peut-être un problème de stratégie de la part de Tsahal. On a essayé plusieurs méthodes. La méthode Alevi, qui était d'agir zone par zone. Hein, on a commencé par le nord, puis le centre, Khan Younis, etc., le sud. Avec la méthode Eyal Zamir, on a une attaque sur toutes les zones de la bande de Gaza à la fois, mais qui ne sont pas donné beaucoup plus de fruits. Surtout qu'on a essayé aussi de faire appel aux bandes organisées, mafieuses de la bande de Gaza pour nous assister pour la protection du ravitaillement humanitaire. Ça non plus, ça n'a pas l'air de trop bien marcher. Dans tous les cas, les Gazaouis ne font pas confiance aux chefs de gang gazaouis, au point que, je termine juste en disant, au point que le ministre de la Défense, Bezalel Smotrich, menace de quitter le gouvernement si on continue à prévisionner de cette manière Gaza en aide humanitaire, parce que ça continue à en fait arriver aux mains du Hamas. On n'a pas parlé de Gaza pendant près de 15 jours avec la guerre en Iran, mais on a eu le sentiment que les choses piétinaient, c'est-à-dire que après un départ, on va dire, plus massif avec 5 divisions de l'armée israélienne un peu partout dans la bande de Gaza, les choses ont commencé à piétiner et Israël avançait de plus en plus doucement. Est-ce que c'est une impression exacte, ça ? Je suis pas certain parce que c'est le commandement sud est un commandement bien séparé de ce qui s'est passé avec l'Iran, avec ses propres divisions, son propre matériel, donc il n'est pas véritablement impacté par ce qui se passe sur le front iranien, à part une chose évidemment qui est quand même de taille, c'est que l'armée de l'air était occupée ailleurs, Oui. et le commandement sud ne pouvait pas compter sur un appui aérien aussi important que en temps normal, dirons-nous. Le piétinement, à mon avis, est un piétinement tactique et opérationnel. Il y a une difficulté à progresser et il y a une résistance du noyau dur du Hamas, car ils sont peu maintenant, ils sont quelques milliers, mais ces quelques milliers, ce sont des terroristes et donc c'est ce noyau dur qu'il est difficile de neutraliser.
Quel est le problème aujourd'hui auquel sont confrontées les forces de Tsahal lorsqu'elles sont sur place? Est-ce qu'elles sont véritablement massivement installées sur place, ou alors elles rentrent, elles sortent, elles rentrent, elles sortent? Non, il y a une partie des troupes qui peut pas rentrer et sortir parce que c'est trop dangereux à chaque fois de bouger. Donc une fois que une unité d'infanterie avance, pénètre, et surtout les unités du génie qui sont là pour désamorcer justement les pièges explosifs et découvrir des tunnels, c'est trop compliqué et dangereux de les faire avancer et reculer. Et on a vu justement avec la tragédie d'hier que les déplacements eux-mêmes sont dangereux, même en véhicule blindé. Donc il y a ici ce danger ajouté parce que lorsque des troupes sont sur place, elles se réfugient, se cachent dans des immeubles qui sont parfois piégés ou qui sont la cible de snipers, de tireurs d'élite du Hamas qui tirent sur eux. C'est une situation extrêmement dangereuse. Nous avons eu, par rapport à, justement, j'ai parlé d'histoire militaire, nous sommes probablement l'armée qui a eu le moins, malgré les tragédies, le moins de victimes dans une situation aussi dangereuse que de se bouger dans une Casbah truffée d'explosifs, truffée d'ennemis, très bien armés, avec des tunnels, etc. Nous en sommes bien sortis relativement par rapport au nombre de victimes qu'une autre armée moins expérimentée aurait subi. Alors une approche stratégique, Raphaël, peut-être en prenant une sorte de zoom out par rapport à la situation. Est-ce que ce qui s'est passé avec l'Iran, cette guerre, cette victoire, on va dire, contre le régime iranien, la neutralisation du nucléaire iranien, impacte quelque part les combats dans la bande de Gaza? On n'a pas l'impression que le Hamas est, on va dire, dissuadé ou quelque part par la force de frappe de l'armée israélienne. Alors, le Hamas ne sera jamais dissuadé. On a affaire à des fanatiques. Tant qu'il y aura un militant de la branche armée du Hamas sur pied, avec une mitraillette, ils considéreront qu'ils n'ont pas perdu la bataille. Le Hamas ne concédera jamais la défaite. De par son fanatisme, et en plus, même s'il est affaibli, il continue. Ça veut dire même, maintenant, il y a pas mal de gens du Hamas qui ont déserté parce qu'ils n'ont pas été payés depuis 3-4 mois. Il n'y a plus d'argent. Alors, le Hamas est très affaibli, mais il n'est pas mis à mort. Et c'est ça le problème. Et si l'objectif, c'est le démantèlement du Hamas, il n'a pas été atteint. L'objectif principal, c'est tout de même la libération des otages. Or, on voit que la fameuse pression militaire dont on pensait qu'elle aiderait à négocier cette libération des otages, ne fonctionne pas. Donc, ni dissuasion, ni libération des otages. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il reste comme option? Voilà. Quelle est l'option qui nous reste? Voilà, il nous reste une seule option. C'est celle qui n'a pas été explorée. Et la seule option qu'on n'a pas explorée, c'est de ce que les Américains appellent call the bluff, appeler le bluff du Hamas. Le Hamas prétend que s'il y a un arrêt des combats, et un retrait des troupes de Tsahal, il libérera les otages. Peut-on le croire, ne pas le croire? Nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas essayé. Moi, je propose de tester justement le sérieux du Hamas en leur proposant un arrêt des combats, effectivement, car aujourd'hui, la priorité, ce sont les otages. On ne va pas continuer à combattre pendant des semaines et des mois. Tous les otages vont mourir en attendant. Donc, on leur proposait, car c'est la seule chose qu'on n'a pas essayé, et voir s'ils tiennent parole, s'ils acceptent, et qui nous libèrent vraiment les otages, ou si c'était un bluff, et que de toute façon, ils n'ont pas l'intention de libérer les otages, parce qu'une fois les otages libérés, ils n'ont plus aucune carte à jouer. C'est la seule chose que nous n'avons pas encore essayé. C'est un prix exorbitant, mais on doit le payer maintenant, parce que sinon, on va perdre des vies humaines d'otages très rapidement. Ils sont maltraités. Certains ont été punis pour notre victoire contre le régime des ayatollahs en Iran. Les otages sont punis lorsque Tsahal marque des points sur d'autres fronts. Alors revenons juste avec vous sur le succès israélien dans le dossier du nucléaire iranien. Vous avez véritablement le sentiment, comme semble le dire, on va dire les officiels, les services de renseignement, que effectivement l'armée israélienne et les Américains ont rétrogradé, on va dire, le programme nucléaire iranien de plusieurs années avec les bombardements à Fordo, à Natanz et ailleurs? Absolument, ça ne fait aucun doute. Au moins entre 2 et 5 ans de retard
si jamais les Iraniens voulaient reprendre ce programme nucléaire, indépendamment des dégâts qui ont été causés. Il y a le signal. Le signal est clair et net. Si jamais les Iraniens remettent le petit doigt, ne serait-ce que le petit doigt, sur leur uranium enrichi, ils en subiront immédiatement les conséquences. Les Américains, les Iraniens sont d'accord pour revenir à la charge et rebombarder là où il le faudra les Iraniens. Là, le message est clair. Ensuite, beaucoup d'experts, soi-disant experts, s'accordent à minimiser la victoire de Tsahal et de l'armée américaine en ce qui concerne le nucléaire iranien. C'est faux. Parce qu'on oublie qu'à part les dégâts énormes, et ils sont énormes, Raphaël Grossi, l'énergie atomique l'a même confirmé, et même les Iraniens l'ont admis, les dégâts sont énormes sur les centrales nucléaires, mais il y a aussi tout autour. On a le nucléaire iranien, c'est tout un éventail de choses. Alors on a détruit les ateliers, les industries de beaucoup de pièces indispensables, qui produisent des pièces indispensables au programme nucléaire iranien, en dehors de l'uranium enrichi et des centrifugeuses, et on a surtout éliminé les cerveaux principaux du programme, sans lesquels le programme scientifiquement est bloqué, parce que ces cerveaux-là, ceux qui détenaient le savoir et l'expérience acquise pendant des années de ce domaine nucléaire. Alors une dernière question, Raphaël, elle se rapporte à cet ouvrage que vous avez publié ces derniers jours en France aux éditions David Reynard, Tribune de guerre. Vous parlez de cette guerre dans laquelle nous sommes tous plongés depuis 2 ans maintenant, depuis le 7 octobre. Quelles sont les conclusions importantes que vous tirez et quels sont les commentaires, si vous pouvez nous les dévoiler très, très succinctement, de Mohamed Sifawi par rapport à vos estimations? Alors Mohamed Sifawi joue dans ce livre le rôle du lecteur primordial, le lecteur averti, éclairé. C'est quelqu'un qui connaît bien le sujet et qui donne son point de vue avec l'intérêt qu'il n'est pas toujours d'accord avec moi, mais d'une façon bien sûr fraternelle. Et donc c'est très intéressant d'avoir sa réaction comme premier lecteur. Ensuite, le lecteur lui-même sera le second lecteur avec ce point de vue de Mohamed Sifawi. Le livre a un but très simple. La période que nous vivons est une période surréaliste, chaotique. Il se passe énormément de choses à la fois. C'est mettre un peu de l'ordre dans le désordre, avoir une vue un peu plus globale, un petit peu moins paniquée, plus sereine de tout ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. C'est aussi de crever l'écran de la désinformation, car nous avons affaire à beaucoup de fausses informations, mauvaises informations qui nous font mal comprendre ce qui se passe. C'est aussi un acte de résistance. Ce livre est un livre contre l'antisionisme et l'antisémitisme qui sévissent, en rétablissant certaines vérités et en donnant au lecteur des moyens de comprendre, mais aussi de se défendre s'il est pris à partie. C'est une réunion en fait de toutes les analyses depuis le 7 octobre, mais en fait un petit peu avant le 7 octobre. Je terminerai en disant que le premier article, qui est de 10 jours avant le 7 octobre, relate ma demande expresse de s'occuper de Gaza d'urgence pour éviter un bain de sang et d'éliminer les chefs terroristes, les dirigeants du Hamas à Gaza d'urgence pour éviter un bain de sang. Ça, c'est écrit 10 jours avant le 7 octobre. Bien sûr, je ne savais pas qu'il y aurait un 7 octobre, mais ça sentait suffisamment le roussi. Donc voilà, vous aurez ici une mise en ordre de tout ce qui s'est passé et de vers où on va, avec beaucoup d'optimisme et beaucoup, comme vous connaissez ma dialectique, beaucoup de provocation par rapport à nos ennemis, aux antisémites. On les remet à leur place d'une façon qui sera agréable pour le lecteur. Eh bien, merci beaucoup Raphaël Yerushalmi d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné votre appréciation de la situation après cette guerre des 12 jours contre l'Iran et avec ce qui se passe donc dans la bande de Gaza, de nous avoir permis de nous donner envie de lire votre livre Tribune de guerre, donc publié aux éditions David Reynard. Merci encore une fois Raphaël d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir reçu.